Bonjour à tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous en contact aujourd'hui, même comme ça virtuellement. Euh, c'est une impression qu'on est ensemble, qu'on change et on continue de changer nos idées. C'est très 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 important, vraiment pour nous. Euh, je remercie Joël Obrecht, vraiment. De la base qu'il nous a donnée pour notre discussion. Véronique aussi qui a pointé certaines choses très importantes et je vais y revenir. Et aussi, ça m'a bouleversée d'entendre Natacha Kandic, qui est toujours la même depuis voilà, 30 ans, dans son lutte et surtout dans son courage à ne pas laisser tomber. Voilà. Est-ce que je laisse à Rujitsa le temps de traduire? Pourquoi? Oui. Ah oui. Mais il n'y a rien à traduire. Je note, oui. Je note. Pour les gens qui ne sont pas francophones. D'accord. Et donc, en fait, moi, aujourd'hui, je voulais venir sur des exemples concrets de choses qui nous préoccupent par ici. Et Natacha, quelque part, m'a donné une introduction. En fait, dans mon exposé, je partirai de titre même de notre conférence. Et je voudrais le voir donc sous l'angle de négationnisme présent, surtout en ex-Yougoslavie, et d'ailleurs ailleurs aussi. Et ce négationnisme, en fait, pose sur deux piliers. L'un, c'est la qualification juridique de génocide, et l'autre, c'est les violences sexuelles. Les violences sexuelles, donc leur nombre, leur étendue et leur qualification. On attend donc depuis des années la négation, comme elle disait Natacha à juste titre, sur génocide. On attend de plus en plus un négationnisme pur et dur sur la violence sexuelle. Même dans ce deuxième cas, on va encore plus loin en faisant de ça quelque part je dirais presque de humeur noire, terrible, vraiment, qui encore de plus aide à la stigmatisation, aide à ce mauvais rapport de la société envers les victimes et surtout nourrit inaction de l'État. Comme disait Natacha à juste titre, depuis très longtemps, et surtout là, c'est de plus en plus visible, l'État ne veut pas s'occuper du passé. Et les individus, heureusement, il y a toujours des individus qui veulent faire quelque chose dans les institutions, etc., ils ont du mal. Donc, en fait, je réfléchissais pourquoi ces deux piliers, comme je les appelle, du négationnisme. L'un et l'autre, ce qu'ils ont en commun, c'est que aussi bien pour la qualification juridique du génocide, même là, donc derrière, on a des crimes de masse, on a une attention et on a un appareil d'État, évidemment, qui est derrière. Et aussi, on a une autre chose importante, on a l'idéologie qui est là pour la commission d'un génocide. Pour la violence sexuelle,
Donc, pareil, là, pour les qualifications en tant que crime de masse, on a aussi cette question étendue. On a cette question aussi qu'il est important d'avoir aussi une attention, même si elle peut être qualifiée juridiquement différemment, dépendant des éléments, est-ce que c'est du génocide, crime contre l'humanité, etc. Mais en tout cas, l'intention est là et doit être prouvée. Et on a aussi l'idéologie qui est présente. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un travail de justice très important sur les crimes commis en ex-Yougoslavie, notamment, et on est tous témoins. Mais ce qu'il y a, c'est que d'un côté, le travail du tribunal pénal international qui était pionnier pour par exemple, les violences sexuelles, comme l'a dit Joël Brecht tout à l'heure, a jugé ces crimes, nous a laissé une jurisprudence très importante parce que les violences sexuelles qui, jusqu'au le début du travail de TPI grec, ont été considérés pas comme crime en tant que tel, mais comme violation de l'honneur de la femme. Avec ce travail de tribunal, ont eu, au niveau normatif, sa vraie place. Donc, on a dépassé ces définitions qu'ont données les conventions de Genève comme crime d'honneur. D'ailleurs, pas de crime du tout, c'est violation d'honneur. Et on les a qualifiés de crimes, comme tous les autres crimes. Mais ce qu'il y a, vu que le TPI a été créé pour juger la responsabilité individuelle, et uniquement individuelle, dans le cas des violences sexuelles, les crimes et la responsabilité est tellement individualisée qu'on a vraiment passé à côté de toutes les causes qui ont mené à ces crimes, qu'on a passé à côté des responsabilités, pas seulement les responsabilités organisationnelles de l'État, mais surtout, on n'a pas du tout pu, dans les jugements, avoir donc ni des bribes de cette idéologie qui a amené, en fait, à la commission de ce crime. Donc, on est resté privé de beaucoup de choses. De l'autre côté, on a eu aussi le travail de Cour internationale de justice qui était important dans cette matière. Et là, même si après la Cour internationale de justice, dans son jugement de 2007, dans le jugement même, n'a pas beaucoup parlé de violences sexuelles. Ce qui nous reste, c'est beaucoup de preuves, beaucoup de choses qui sont sorties lors de ce procès qui a duré 14 ans. Et là, notamment, et je pense toujours, et à chaque fois quand je parle, ou avec des collègues, ou avec d'autres gens intéressés par le sujet, je cite toujours le travail donc, de notre amie Véronique Noingraff, qui a été mis comme pièce de preuve
devant la Cour internationale de justice et dans lequel Véronique, comme anthropologue, a très bien analysé donc l'utilisation des violences sexuelles dans les crimes de masse. Et où donc elle a touché, vous connaissez sûrement beaucoup de vous ce travail, mais là je voudrais de nouveau vous faire revenir et lire donc justement tout ce qui a été exposé devant la Cour internationale de justice par rapport à ce thème et où a été très bien expliqué que la violence sexuelle, viol inclus, n'est pas un crime en soi, qu'il suppose dedans, il touche le lien de filiation, il touche beaucoup plus de choses que la torture ou que la mort en elle-même. Et donc, en fait, dans tous ces jugements, évidemment, TPI jugeait la responsabilité individuelle et donc la TPI n'a pas rentré dans l'idéologie non plus. Juste, le TPI a très bien fait cette qualification juridique, etc. Et ils se sont consacrés au plan organisationnel. Voilà. La Cour internationale de justice, qui a été et qui devait d'ailleurs établir la responsabilité des États, elle a juste pris en compte en fait que les jugements de TPI, donc jugement uniquement de la responsabilité individuelle, qui sont par définition cloisonnés dans certains espaces ou bien du temps ou de la matière et de responsabilité évidemment. Et la Cour internationale de justice a reconnu que ces jugements-là et en plus que les jugements qui ont été jugés en deuxième instance avant 2006. Avant qu'ils ont commencé leur procédure orale. Du coup, même là, on est resté privé de beaucoup de choses. Et pour conclure cette réflexion et la question que je me pose moi-même, je dirais que la responsabilité est tellement aujourd'hui individualisée que, évidemment, quand on parle du tribunal de Nuremberg, tout ce qu'on dit, et de Tokyo d'ailleurs, tout ce qu'on dit que la responsabilité n'était pas très bien individualisée, là, on a fait un paradoxe en fait. Du coup, le phénomène criminel qu'on a eu très clairement à Nuremberg et à Tokyo, pour l'ex-Yougoslavie, on ne l'a pas eu, tout simplement. Et c'est un grand trou qu'on a aujourd'hui, qui aussi, là je vais me joindre à ce qu'elle disait Natacha, par rapport au fait que les États qui ont participé à la guerre ne peuvent pas, et ne veulent pas d'ailleurs aussi, voir, ils ne veulent pas voir leur responsabilité engagée dans quoi que ce soit. Sauf que là, dans cet exemple de l'ex-Yougoslavie, ce qu'il y a aussi de très mauvais, c'est pas que seulement nous, on est privés de toutes ces choses dont on a parlé, dont Natacha aussi a commencé à parler, c'est qu'au niveau du développement du droit international, on a régressé. On a vraiment régressé parce qu'on a pu, sur
le travail de ces juridictions, on a eu une documentation tellement importante, on a pu avancer même le droit international et plus travailler sur la responsabilité, pas purement individuelle, comme si c'était des crimes commis entre deux personnes, mais travailler plus sur la responsabilité des institutions et notamment et surtout sur la responsabilité d'État. Voilà. Pour ne pas aller encore trop loin de ce développement, etc., là, en fait, je consacre donc cette possibilité d'échanger avec vous et de poser ces questions, cette réflexion. Et là, peut-être, je laisserai du temps à des questions ou à d'autres réflexions, peut-être pas seulement la question, pour qu'on puisse échanger. Voilà. Merci Sabina, c'était très bien. Est-ce que justement tout ceci suscite des questions dans l'auditoire? Qui a envie de poser une question à Sabine pour aller plus loin? Moi, je voudrais... Oui, Véronique. Voilà. Merci Sabina, et ça me touche beaucoup que le modeste travail que j'ai fait ait pu être un peu utile. C'est un énorme problème de comment faire rentrer dans les catégories du droit les violences sexuelles, même non politiques. Même, ça ne fait d'ailleurs, c'est un problème qui s'ouvre. Il n'est pas résolu. Il implique des catastrophes. En réalité, il produit des catastrophes. Mais pour l'ex-Yougoslavie, moi, je voulais juste te dire, j'ai été passionnée par ce que tu as dit. Et il me semble qu'il faut absolument, donc ce n'est pas tellement une question, mais c'est un encouragement à continuer ta réflexion. C'est comment rendre visible ce type de criminalité qui encore suscite parfois une espèce d'ironie, de posture finalement de hauteur, c'est pas politique, etc. On n'arrive pas, et comment le rendre, comment l'objectiver, et c'est un travail qu'il faut entreprendre parce qu'à mon avis, il est crucial pour les années qui viennent et pour refaire cette histoire. Voilà, merci Sabina, et c'était pas une question, c'était une réflexion. Merci. Allez-y. Oui, merci Sabina. J'ai aussi de mon côté, pas vraiment une question, mais pour aussi poursuivre ta réflexion, parce que, bon, effectivement, le TPY dégage des responsabilités individuelles. Alors, on fait la comparaison avec Nuremberg. À Nuremberg, il y avait des organisations qui ont été reconnues comme criminelles et l'appartenance à ces organisations permettait d'aller vers une condamnation. Mais je dirais que d'une certaine manière, avec l'État nazi, c'était un peu plus simple que dans les Balkans où il y a eu justement le rôle d'État voisin dans des crimes commis dans un pays en soutenant une structure militaire, en lui adjoignant des structures paramilitaires. Et donc, la question de l'organisation criminelle elle-même est plus complexe. Alors, le TPY a essayé de la saisir au travers de la doctrine de l'entreprise criminelle commune, avec laquelle elle a eu du mal. D'ailleurs, si aujourd'hui on est encore avec le procès de Stanisic et Simatovic, c'est parce que justement les juges se sont plantés sur l'utilisation, enfin ont voulu la reprendre autrement, cette doctrine de l'entreprise criminelle commune. Et la Cour pénale internationale elle-même n'a pas repris en tant que telle cette doctrine. Donc le TPY, il a essayé d'accrocher, mais plutôt pour arriver à des condamnations, pas vraiment pour permettre, disons, à ceux qui suivent les procès de vraiment saisir la dimension collective de ces crimes. Et ça, c'est vraiment une faille importante. Et ça, d'une certaine manière, la seule chose qui peut y répondre, c'est la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle
pas seulement, c'est évidemment un des piliers fondamentaux de la justice transitionnelle, de s'intéresser aux victimes, à la reconnaissance des victimes, à l'identification, mais à cette justice transitionnelle qui s'intéresse justement aux responsabilités collectives. Et ça, on voit que là, évidemment, il y a eu beaucoup de mal à avancer de ce côté-là. Et ça, on n'en sort pas de cette faiblesse. Et c'est d'autant plus important de pouvoir, malgré tout, essayer de quand même faire quelque chose du côté de la justice transitionnelle, que c'est elle aussi qui nous permettrait de sortir d'un raisonnement purement juridique et pénal. Parce que la question de la reconnaissance du crime de génocide, effectivement, alors il y a ce qui se passe dans les Balkans, mais on voit bien chez nous qu'effectivement, il y a aussi un malaise sur cette question-là et qui est quand même grave, parce qu'on a quand même eu des juges qui ne sont pas des militants, qui, à un moment donné, ont quand même, dans un raisonnement qui est argumenté, et qui a été repris ensuite par d'autres juges, qualifié ce qui s'est passé à Srebrenica de génocide. Alors, beaucoup de personnes, et des personnes, encore une fois, qui ne sont pas forcément des personnes qui sont abreuvées de la propagande des nationalistes serbes, non, ont été déroutés par différents aspects. C'est-à-dire que le premier, c'est qu'à Srebrenica, il n'y a pas eu de meurtre, comme dans le cas de la Shoah ou au Rwanda, des hommes, des femmes et des enfants. Il y a eu un traitement distinct entre les hommes et entre les femmes et les enfants. Évidemment, en termes de droit, en fait, les juges ont raison. Le génocide ne se traduit pas que par des actes de tuerie, de meurtre. Et on le voit bien avec les Yézidis, dont j'espère que le crime sera effectivement lui aussi reconnu comme un génocide, parce qu'il l'est, et où on a eu l'exécution des hommes, et on a eu un traitement différent, l'esclavagisation, les transferts forcés à d'autres groupes, des femmes et des enfants. Mais il y a ce premier aspect. Et le deuxième aspect qu'on retrouve moins chez les Yézidis, qui est une petite communauté, mais qui est à Srebrenica, c'est qu'on a ce raisonnement à double échelon, qui distingue d'une certaine manière aussi ce qui s'est passé pour les Bosniens, les musulmans, disons comme on est qualifié, les musulmans de Bosnie et les musulmans de Srebrenica. Et ça, c'est vrai que ça a été aussi un blocage. On ne comprend pas que d'un côté, on a une vision comme ça, que là, il y a un génocide et puis pas ailleurs. Et donc, finalement, les juges, alors qu'encore une fois, ce ne sont pas des juges militaires du tout, ils se retrouvent sous le feu des critiques des associations de victimes, du procureur qui tente encore aujourd'hui, dans le procès de Mladic, de faire reconnaître que le crime de génocide a aussi lieu avant Srebrenica et ailleurs, mais cette jurisprudence, cette reconnaissance, aucun juge ne l'a posée jusqu'à présent, et il est peu probable, même si évidemment je ne peux pas anticiper ce que fera une nouvelle chambre, mais il est peu probable que les juges d'appel de la chambre de Mladic ouvre une nouvelle jurisprudence. Et donc, voilà, il y a la critique finalement des associations de victimes, du procureur qui est encore qui défend la thèse du génocide de 92 à 95. Il y a évidemment la critique des négationnistes. Et à côté, il y a finalement une sorte de malaise, y compris chez beaucoup de spécialistes du génocide, et qui, du coup, encore une fois, comme chez nous, ne porte pas ce qui s'est passé. Et donc, d'où ce scandale dont parlait Véronique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans de grandes institutions qui viennent à l'appui quand même justement de la réalisation des programmes scolaires, le crime de génocide à Srebrenica n'est pas là. Et on a quand même, et c'est quand même assez extraordinaire qu'on n'ait pas cette acceptation de la décision de justice. Et ça, c'est quand même, bon, ça a beaucoup mais d'une certaine manière, c'est un débat de droit aussi. Et il faut sortir du débat de droit aussi. Et ça, parce que Nuremberg, en termes de droit, n'était pas parfait. Sur le choix, sur la Shoah, Nuremberg n'était pas parfait. Le procès de Eichmann, ce n'était pas un procès parfait. Mais à partir du moment où les historiens, et on n'a pas qu'été dans le droit, mais où des historiens se sont saisis de ce qui s'est passé à Nuremberg, de ce qui s'est passé à Jérusalem, on a eu autre chose. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est
c'est pas seulement des livres, mais il y a, bon, Karadzic, il a été définitivement condamné en 2019, mais il n'y a rien, il n'y a aucun documentaire, il n'y a rien qui a été fait sur le procès. C'est quand même le fou qu'il y ait aussi peu de choses en termes d'histoire, en termes qui a été fait sur ces procès-là. Et là aussi, dans les Balkans, ce serait une commission vérité, enfin, une justice transitionnelle travaillant sur la responsabilité collective. Et chez nous, ce serait des documentaires, de l'histoire, etc., qu'il faut faire. Ce n'est pas un débat de juristes qu'il faut, par ailleurs aussi, moi je me mets dans la décision des juges parce que je trouve que si on ne défend pas ce qu'a fait le TPY, justement, on affaiblit la reconnaissance du crime de génocide à Srebrenica. Donc j'essaye d'expliquer, moi, le raisonnement qui fait que les juges ont différencié le crime contre l'humanité commis ailleurs et ce qui s'est passé là. Peut-être qu'il y aurait pu y avoir d'autres décisions des juges, mais de fait, le tribunal a créé cette jurisprudence-là. Et, donc, il faut bien l'accepter, sinon on va dans le sens aussi des négationnistes.